Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, merci de passer la prochaine heure à l'écoute de notre rendez-vous nature hebdomadaire. Ici Ernie Wells qui vous parle. Ça sent le chevreuil, parce que dès ce 8 novembre, dans presque toutes les zones de la province, c'est la chasse de ce gibier fétiche des Québécois, le cerf de Virginie, avec arme à feu. Curieusement, le ministère de la Faune demande aux chasseurs de contribuer à la surveillance de la maladie débilitante chronique des cervidés, la MDC. Là, ça va se faire, semble-t-il, dans plusieurs zones au Québec. Et le ministère demande aux chasseurs de collaborer. Puis ça, c'est un peu compliqué peut-être en déposant la tête du cerf récolté de plus d'1 an, donc auprès d'un boucher désigné. Et la liste de ces boucheries est en ligne. Simplement écrire boucherie désignée MDC, puis vous allez avoir la liste de tous les bouchers désignés pour recueillir les têtes des cervidés. Et le ministère, j'imagine, va procéder ensuite à l'expertise de tout ça pour éviter justement la propagation de la maladie. Parce qu'une fois que c'est implanté dans une région, dans un milieu, là, c'est irréversible. Alors donc, vaut mieux prévenir que guérir, pour qu'on n'ait pas de MDC, cette maladie du cerf fou. Boucherie désignée MDC sur Google. Et cette semaine, au menu de Rendez-vous nature, le conseil du pro Steven Simon, franchisé propriétaire et coteau de Mont-Level Chasse-Pêche, qui nous dit comment garantir un succès de chasse, mais tout en étant bien au chaud. Comment est la reprise de la chasse sur Anticosti depuis la mi-octobre, après le break deer des 2 dernières semaines passées? Eh bien, j'en parle avec Daniel Lévesque de CEPAC Anticosti. Et notre collaborateur Jean Larivière suggère aux chasseurs de chevreuil une chasse économique logique pendant le rut de novembre. Pour lancer notre émission Rendez-vous nature de cette semaine, en 12 ans, je n'ai jamais parlé de séries de télévision, de cinéma. Et là, je prends un nouveau sentier vers la plus grande île du Saint-Laurent, Anticosti, l'île aux cerfs, comme on l'appelle, parce que l'île, comme on le sait, est très célèbre, mais elle va le devenir encore davantage, puisqu'on va la célébrer au petit écran. Ça se fait depuis le 29 octobre dernier à Série Plus, une production de Sphère Média, donc une série télévisée de 6 épisodes d'1 heure. Alors, en plus du cerf, du saumon de l'Atlantique et de ses paysages uniques, il reste quand même que l'île d'Anticosti va maintenant être connue pour la première série de fiction qui s'appelle justement Anticosti. Guy Audouin est reconnu pour son film Ville-Marie. Entre parenthèses, il y avait aussi l'actrice Monica Bellucci, mais ça, c'est une autre histoire. Le documentaire Corneau, il le sera davantage avec Anticosti. Guy Audouin, vous êtes l'idéateur de cette nouvelle série, co-réalisée avec Dominique Goyer. Un idéateur, c'est une personne chargée de trouver des idées. J'ai vu les 2 premiers épisodes, puis je dois dire que ce ne sont pas les idées qui manquent de votre côté. Non, c'est pas les idées qui manquent. Puis effectivement, l'île d'Anticosti est tellement mystérieuse et tellement, en tout cas pour nous qui sommes assez loin de l'île. Donc il y avait une espèce de côté très mystérieux qui était très attrayant. Puis le fait aussi que l'île n'ait pas de corps policier à proprement dit sur place. Je trouvais que ça apportait beaucoup à l'idée d'implanter une intrigue à saveur policière, mais qui pouvait être menée autrement, disons. Mais ce thriller psychologique, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, aurait pu se tourner ailleurs, mais là, vous me dites qu'en raison de l'absence de corps policier, vous avez choisi Anticosti, mais il y a sûrement d'autres raisons aussi. Moi, c'est sûr que le fait aussi qu'il n'y ait jamais eu de tournage fait sur l'île, il y avait quelque chose de très intéressant pour moi dans la mesure où aller filmer des images qui sont inédites, puis les présenter à la télévision, puis les présenter un peu partout dans le monde parce qu'on a l'ambition que la série voyage. Oui. Donc, c'est sûr que ça faisait aussi partie. Puis comme je le disais, c'est une île qui est tellement méconnue, en fait. Oui. Moi, je l'ai découvert par mes parents qui étaient à la chasse. Mon Dieu, il y a quand même une bonne vingtaine d'années. Donc, j'avais vu des photos. Ça a été comme mon premier contact avec l'île. Puis c'est vraiment en faisant mes recherches que je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais, à proprement dit, eu de meurtre, qu'il n'y a pas de corps policier, que c'est une île qui est coupée du monde. Donc, c'est tous des ingrédients qui étaient payants pour un polar nordique, un thriller psychologique. Ouais, moi, je connais personnellement l'île d'Anticosti. Je connais des résidents sur l'île. J'ai un ami qui a développé CEPAC Anticosti pendant 30 ans. Il a ouvert des nouveaux secteurs de
chasse, de villégiature. J'ai des amis guides de chasse. J'ai vu les 2 premiers épisodes, puis j'ai hâte de voir les 4 autres. Mais au-delà de votre imagination, de toute évidence, puis là, vous en avez parlé un petit peu, il faut connaître très bien l'île d'Anticosti pour faire un film comme celui-là. Puis non seulement Anticosti, mais ses paysages, ses insulaires, puis aussi son histoire récente. Ben, tout à fait. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'île, puis ce qui a beaucoup aidé, surtout et je suis très fier de ça dans la série, vous allez le voir au courant des 6 épisodes, mais c'est surtout la cohésion visuelle, parce que bon, évidemment, avec les budgets qu'on a, on pouvait pas tout tourner sur l'île. On a tourné à peu près un quart de l'intrigue sur l'île, mais il y a à peu près 2 ans, moi j'ai été 10 jours faire de la recherche, du repérage avec mon directeur photo, puis on a vraiment cartographié l'île, on l'a fait pas de bout en bout parce qu'on avait bon, pour des raisons de logique, là, on pouvait pas aller tourner à 6 heures de Port-Meunier, mais on a vraiment fait toutes les points de l'île, puis après ça, on a envoyé quelqu'un aux locations pour aller, c'est quand même un travail colossal, mais pour aller rechercher sur la côte nord ce qui se rapprochait le plus de l'île, et ensuite dans la Naudière pour se rapprocher un peu de Montréal, qu'est-ce qui se rapprochait plus des camps qu'on avait vus là-bas. Donc, il y a vraiment eu un travail en amont très colossal pour tout développer l'esthétique de la série. Puis aussi, on a parlé beaucoup avec les gens sur place pour développer les idées, puis bon, tout ce qui a trait, mettons, au pétrole et tout ça pour ancrer ça. Puis moi, je viens des régions, j'habite sur une ferme des Cantons de l'Est, donc pour moi, c'est très important que la région soit représentée très convenablement. Je me disais, Édouin, ce n'est pas un nom que des racines communes à l'île d'Anticosti, comme le sont les Poulains, Meunier et Gamache, des noms qu'on retrouve dans la série. Non, c'est ça. Moi, je suis originaire des Cantons de l'Est, des tendances françaises. Donc, non, c'est vraiment né d'une fascination de l'île. Puis, à la base aussi, à une certaine époque, j'avais envie de faire un film qui se déroulait à l'époque de Henri Meunier, ce qui est une période extrêmement fascinante de l'histoire de l'île, mais pour des raisons de budget, puis c'était pas possible. Donc, c'est pour ça que l'histoire est devenue contemporaine. Le personnage principal de la série est Justine Gamache, incarnée par Rose-Marie Perrault, autour de qui tourne tout l'intrigue de la série. Guy Audouin, qui est Justine Gamache et pourquoi elle revient sur l'île après une absence de 7 ans? Justine Gamache, c'est une jeune insulaire qui est partie depuis 7 ans, qui est partie pour ses études sur le continent, mais qui s'est exilée dans le coin de Trois-Rivières. Puis elle a sorti un premier roman qui a été quand même couronné de succès. Et tout part du fait que sa meilleure amie, Justine, décide d'organiser une lecture de son roman à Port-Meunier, ce qui force Justine à revenir sur l'île, mais ce qui la force aussi à renouer avec sa mère, avec qui elle n'est pas en contact. Puis c'est pas un gros punch, mais c'est dévoilé assez rapidement dans l'intrigue. C'est que Justine, elle sait pas c'est qui son père. Donc, la quête de Justine est double quand elle revient sur l'île. C'est un conflit familial qui les ronge depuis plusieurs années. Donc, puis elle veut mettre ça au clair aussi. Elle profite de cette lecture-là pour mettre ça au clair également. Puis, dès le premier épisode, on constate qu'il y a une division là, dans l'île au niveau des résidents. Là. Il y a un projet de complexe hôtelier là, qui est dans l'air. Puis ça va amener des touristes et des emplois, bien sûr, mais ça menace aussi l'écosystème de l'île. Il y a des gens qui veulent conserver leur tranquillité. Puis ça, ça ajoute à tout le drame, à toute la division, puis à tout l'esprit du film aussi, de la série, pardon. Tout à fait. On s'est quand même un peu inspiré de certains projets immobiliers qu'il y a eu au Québec et au Canada qui n'ont pas fait l'unanimité. Puis, ça c'était vraiment important pour nous d'avoir une cause aussi environnementale à défendre. Puis, bon, c'est sûr que ça fait écho aussi à la période où il y a eu du développement pétrolier sur l'île, en fait de l'exploration, je veux dire. Puis, lors de mon premier repérage, en jasant avec les gens sur place, les insulaires, je me suis rendu compte que on n'avait pas besoin de gratter beaucoup sur ce sujet-là pour sentir que les tensions étaient encore là, la blessure est encore là, les tensions sont encore là. Puis ça, je trouvais que c'était très intéressant à exploiter d'une autre manière, mais je trouvais ça intéressant de parler des séquelles, parce que tout le monde a un peu raison pour tirer la couverture de son bord, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très actuel. Puis même où cette filière-là, dans l'intrigue, où ça mène à des enjeux qui sont extrêmement
contemporain et criant dans le monde actuellement. Oui, c'est ça. Puis Anticosti, finalement, le film, c'est une fiction d'actualité, je dirais, parce que le projet survient, comme vous l'avez dit, après les projets d'exploitation du pétrole qu'a mis fin, il faut le dire, puis il faut le rappeler, l'ex-premier ministre Philippe Couillard, qui lui avait tout racheté, les permis d'exploitation qu'il y avait dans l'île. Et donc, les résidents avaient été sauvés du pétrole, mais là, ils se sentent menacés par la modernité, là. C'est ça, là. Ben oui, et c'est surtout que c'est un projet qui n'a pas été, qui est un peu, nous on s'est un peu inspiré du Club Med qu'il y a eu à Charlevoix, donc c'est un peu l'idée d'implanter un projet qui n'a pas été pensé. C'est pas de grands chalets de bois rond qui ont voulu faire sur le bord de l'eau. C'est vraiment une espèce de complexe de béton qui est pas très joli, qui est trop moderne pour l'île, puis qui fait non. Puis en plus, ça c'est un punch, je peux pas en parler, mais il y a plein d'enjeux liés à ce projet-là. Oui. Puis il y a 2 ans, là, on se souvient que l'île avait été reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis ça, je ne sais pas, moi, dans mon imaginaire, j'ai pensé que, bien sûr, que ça allait apporter sûrement un développement d'infrastructures, d'hébergement, d'accueil sur une période assez longue quand même. Puis ça pourrait même susciter ce genre de division. Est-ce que ça pourrait être une série qui est prémonitoire, comme on dit? Ça, c'est pas à moi de le dire, OK. mais c'est sûr qu'il y a quelque chose c'est des enjeux qui sont très actuels et qui sont pas près de. C'est sûr qu'avec même le patrimoine de l'UNESCO, on en parle dans la série parce que c'est arrivé en cours d'écriture, donc c'est mentionné. Oui. Mais c'est sûr que c'est des. L'île n'est pas à l'abri de tout ça. Voilà. Après la diffusion à CG+, qu'est-ce qui attend Anticosti? Bonne question. On parle de peut-être une diffusion sur des plateformes à l'hiver à suivre pour ceux qui n'ont pas Série Plus. Oui. Puis ensuite, nous on souhaite ardemment pouvoir présenter la série à l'étranger dans les festivals et qu'il y ait des ventes internationales, donc ce qui permettrait à la série de voyager puis à faire découvrir notre patrimoine un peu partout sur la planète. Oui, bien c'est une île que tous les politiciens qualifient de joyau du Saint-Laurent, alors que Tout à fait. peu importe la couleur du parti, tout le monde est d'accord là-dessus. Puis parmi les comédiens, outre Rosemary Perrault, il y a aussi Olivier Gervais-Courchaine, il y a Hélène Florent, il y a Annick Lemay, qui sont de la distribution. Et donc, Guy Audouin, idéateur, réalisateur de cette série dramatique Anticosti, merci d'avoir accepté mon invitation à Rendez-vous Nature. Bonne chance dans la projection d'Anticosti à travers le monde. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Plaisir, merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Boc-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, tu chasses l'orignal depuis des années, vous en tuez au-delà de 100 par année. C'est quoi l'outil que vous utilisez ici sur la pourvoirie qui vous est le plus utile pour récolter un orignal? Quel outil que je ne pourrais pas te passer?
Définitivement l'urine de mâle orignal. Moi, OK. si j'avais plus ça, là, je perdrais une partie de mes moyens, certains. OK. Certains. Fait que vous prélevez toujours l'urine sur les mâles que vous récoltez, en majeure partie. Oui, non, toujours. C'est sûr qu'il y a un gradient au cours de la saison. Là. Les premières vessies, souvent, elles peuvent être belles, mais c'est de l'urine. Les urines qui vont être entre le 22 septembre puis le 5 octobre puis le 10 octobre, là, ils vont avoir ce que j'appelle souvent l'hormone d'amour dedans. OK. Puis cette urine-là est de beaucoup supérieure. L'odeur de muscle particulière de l'orignal. Là. OK. Et moi, à mon nez, pue pas. Moi, je trouve que ça sent bon. Mais ça pue par pas fort. rapport à l'urine de cheval, là, tu sais, qui sent OK, ouais. un peu l'étable, là, C'est mais ça. moi, je trouve que ça, il y a vraiment un parfum là-dedans, un muscle particulier. Ça n'a aucun rapport, les deux senteurs. Non, C'est complètement différent. c'est sûr que ça va. C'est ça. Ça n'a pas rapport. L'urine de jument, là, c'est pour. On espère avoir l'urine de jument en chaleur, donc d'une femelle, alors que l'urine de mâle orignal, c'est pas du tout. Ça n'a même pas de similitude là, dans l'odeur. Puis une fois que vous l'avez prélevé de tout l'animal là, en forêt, vous l'emportez ici dans votre centre Ben de là, recherche. écoute, on est au labo, là. Ça, c'est la C'est cabane ça. à poissons en été, normalement, qui se C'est ça. transforme en labo d'urine, là, pour conserver l'urine. Nous autres, on récolte l'urine tout le temps pour l'année suivante. OK. On a trouvé un procédé pour la stabiliser, la conserver, OK. puis qu'elle garde sa propriété, là, jusqu'à l'autre année. On en a récolté... Là, ici, ton congélateur, il est bien plein d'urine. Quand tu vois, là, un peu dans le fond, là, le laiteux, là. Ça, c'est pas du sirop d'érable avec la rauge dans le fond. Non, là. c'est pas du ça. sirop d'érable. Là, je la brasse pas là, parce que ça se dépose, cette crème-là. Là. Ça, c'est signe de qualité Fait énormément. que plus que de crème, meilleur qu'elle est. Oui, là, Bon, actuellement, odeur. ça sent rien parce qu'elle est à moins 15. Parce qu'elle est hein. gelée. On a une antigel dedans qui fait qu'elle gèle pas, qui OK. ne dénature pas la molécule. Avant qu'on aille la recette, que je donne pas, bien entendu, mais avant qu'on aille la recette, on gardait simplement les vessies dans la vessie. OK. Vous Dans la vessie. gardiez l'urine dans la vessie. Les vessies dans la vessie. Ouais. L'urine dans la vessie, Puis exact. vous mettiez la vessie dans le On congélateur. congèle, on remballait ça dans les sacs. Avec des tailles rap, Des des bien pondus. serrés, puis là, on les gardait comme ça. Puis rendu à la chasse, on dégelait ça, on coulait ça, puis là, on en avait pour 4-5 jours avant qu'elle noircisse. Ça faisait pareil, mais c'est plus tannant à utiliser. C'est plus. Ben, c'est plus tannant à utiliser parce que des Puis, fois, tu sors une vessie, puis là, t'as ça avec toi. L'urine, là, moi, t'as vu comment je chasse, Ouais. j'ai toujours ma bouteille Ton sur push. moi, mais on push, puis c'est de l'or, là. Tu n'utilises pas ça pour rien, là. Tu mets Ouais. pas ça pour calculer le vent ou bien pour mettre ça. sur toi, là. C'est pas de même, ça marche, là. L'urine, là, ça va servir à. Quand t'es en approche finale, tu En approche finale, quand tu es rendu à faire. Moi j'attaque beaucoup les orignaux quand je les ai localisés, là, puis ils font du rattling. Mais là, je monte vers eux autres. Je me mets à bon vent autant que possible. Mais veux pas en forêt, tu as tout le temps des backwinds. Et l'arbre, le vent est comme ça, oui, mais là, il rentre dans les arbres puis ça donne des petites puffs par en avant. Fait que quand tu es rendu bien proche de ton orignal, hein, 100 pieds, 50 pieds, 100 pieds, il y a tout le temps des puffs qui viennent te trahir, OK. même si tu es mi-vent en face. C'est ça. Puis souvent aussi, dans le comportement naturel de l'orignal, il va danser autour de toi un peu, mais son objectif ultime, c'est de se mettre au vent. Ben, celle-là qui est dans le vent est en force par rapport à celle-là qui est sous le vent. Si tu vois un orignal, qui est bien embarqué dans son processus, puis là, il rappe, puis tout ça, puis au lieu de s'en venir à toi, il tourne, puis là, il vient se Ça va placer envoyer le vent. là, pour être face à son compétiteur ou son adversaire, qui là, dans ce cas-là, est toi. Quand il est bien embarqué dans le processus, ben là, c'est là que tu sors ta bouteille, push, puis tu remplis l'air de ça. Donc, toutes les fois qu'on fait du rattling, on sait souvent que quand on fait du rattling en se déplaçant, les orignaux, des fois, ils vont juste venir attendre que tu sois passé pour venir embarquer où Dans tu le étais. Fait qu'on prend notre palette, on la spray avant de commencer à faire du rattling, puis là, on ratte avec. Là, on sait qu'on marque tous les branches, ça va sentir la branche cassée, ça va OK. sentir la sève, puis ça va sentir le... OK. Mais tu sais, on verse pas ça à terre pour le fun, là, OK. parce que c'est de l'or. là, C'est tu de sais, l'or, là. ça Puis coûte cher. ça va faire qu'en finale, c'est ça qui va faire que tu vas closer ou non. Puis c'est ça qui va faire aussi que je vais oser rentrer dans l'orignal. Souvent, les gens me disent, je l'ai fait venir, là, mais à 250 pieds, à Il a 200 bloqué. pieds, il a bloqué. Mm. Mais là, c'est parce que dans le comportement normal de cet orignal-là, il va venir se placer sous le vent. Il a peut-être juste fermé sa gueule, puis là, il est en train de se placer autour de toi, puis tu le sais pas. Fait que moi, je lui donne pas le choix. Quand il s'en vient, je m'en vais vers lui, puis si jamais je me fais pogner là, par les backdrafts ou ben non, Ouais. Le le vent. pouf avec l'urine, là, je vais le closer. Tu le mêles avec ça. Je vais le closer. OK. Merci, Simon, de tes trucs. Merci beaucoup, Denis. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour au Rendez-vous Nature, ce 8 novembre, dans la plupart des zones de chasse du Québec, c'est le début de la saison de la chasse du chevreuil. Et quand on parle du cerf, on pense au célèbre cervidé hybride de l'île d'Anticosti, où la saison de la chasse vient de reprendre après ce que j'appelle le break deer de 2 semaines du début octobre. Daniel Lévesque est directeur des ventes et responsable du service à la clientèle de CEPAC Anticosti. Mais d'abord, Daniel, dis-moi, avant d'aller plus loin, pourquoi à la mi-saison, la chasse du chevreuil dans certains territoires en plan américain est guidée? Il n'y a pas de chasse pendant les 2 premières semaines d'octobre. Dans le fond, c'est selon les normes du travail pour permettre à nos équipes de se reposer un peu, parce que c'est quand même un bon stretch, là. Notre saison débute, comme vous le savez, à la fin août, et on va jusqu'à la première semaine de décembre. Donc, c'est quand même beaucoup de temps là, hors des familles, à pas s'occuper des enfants, des conjointes, etc. Donc, pour permettre un break, de reprendre le souffle à tout ce beau monde-là qui travaille très fort durant la saison, on a instauré ce break-là, ce qu'on appelle l'étalement. C'est que les gens commencent une saison à fin août, ils travaillent un certain nombre de jours, après ça, ils ont les 2 semaines de congés rémunérés, et après ça, on les fait rentrer encore pour finir la saison là, jusqu'au mois de décembre. Parce que c'est quand même beaucoup d'heures de travail par semaine. Oui, j'imagine. Même c'est pour les guides, c'est non-stop. Mais dis-moi, il reste quand même que c'est bon aussi pour le territoire. Ça calme le territoire. Le calme se réinstalle dans les secteurs à ce moment-là. Absolument. On relâche un peu la pression, comme on dit. On relâche la pression. Donc, les chevreuils peuvent reprendre leur habitude normale. Puis, c'est bon pour tout le monde. Puis là, vous venez d'entreprendre le dernier droit de la saison. Je pense que c'est 52 jours, aller jusqu'au 6 décembre. Puis, dans cette période-ci, on sait que c'est la période, normalement, qui est la plus fructueuse de la récolte avec les bocs, avec la période du rut. Mais il y a aussi parfois des possibilités de chute de neige, comme ça s'est vu il y a 2 ans, je pense, 1 mètre en 2022. En 2022, oui. Puis ça va durer 2 jours, puis là, les gars étaient confinés dans les chalets. Ça, c'est les conséquences d'une tempête apportent quand même son lot de gros problèmes, là. Ah, absolument. C'est sûr que pour les opérations, pour nous, là, ça devient extrêmement compliqué. Puis ça réduit l'accès au territoire grandement, parce qu'on a des motoneiges pour un certain nombre de secteurs de plan américain, entre autres, et plan européen guidé, mais on n'en a pas partout, là, évidemment, à la grandeur de l'île et au nombre de secteurs qu'on a. Donc, ça réduit l'accès au territoire. Les gens, à ce moment-là, il y avait des raquettes. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas trop, honnêtement. Avec les changements climatiques, on est content qu'autant de neige, ça se présente un peu plus tard dans la saison, là, parce que sinon, après ça, c'est toute l'ouverture, l'entretien des chemins. Ça complique aussi les déplacements pour tout le personnel terrain, le personnel de soutien, puis aussi les clients. Dans ces années-là, en 2022, entre autres, on a eu beaucoup de retards d'avion causés par ça, après ça, des chutes de neige répétitives, puis les clients, il y en a qui se sont pris. Non, c'était pas... mais malgré tout, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a tiré quand même très bien notre épingle du jeu, parce qu'en 2022, on a quand même eu une très, très bonne récolte à 1,86 global pour tous les groupes là, par chasseur, avec une moyenne de 5517 chevreuils de récoltés cette année-là. Ça a été quand même exceptionnel. Je pense qu'il y a eu de la pluie beaucoup au cours des dernières journées, là. Oui, puis ça va faire du bien pour nos rivières. Honnêtement, il y en avait grandement besoin. Ça va permettre aussi à nos rivières à saumon de permettre au saumon de redescendre en mer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. On a eu un petit peu de neige là, au centre de l'île, là, quelques centimètres à peine. Là, c'est déjà tout fondu. Là. Okay. Mais on va la prendre, cette eau-là. Il y en annonce encore là, pour début de la semaine prochaine. Fait que ça va faire du bien. Mais apparemment que déjà dans les swamps, ça a gonflé pas mal. Là. Ouais, il y a de l'eau. Mais là, avec la reprise, là, après ce que j'appelle toujours le break deer, là, la chasse est comment là, depuis les 2 dernières semaines? Je dirais que la chasse, c'est sûr que la chasse des 2 dernières semaines a quand même été très difficile. Très difficile. Elle a été difficile parce que les gens, c'est sûr qu'ils viennent à l'île, puis ils cherchent les trophées, ils cherchent les beaux bocs. Fait que c'est sûr que cette période-là est quand même toujours plus difficile pour récolter des mâles matures, tout simplement parce qu'ils sont encore dans le pré-rut, très réclusif, très territorial. Ils passent 80% dans 20% le micro-terrain, si on veut. Fait que c'est dur de les apercevoir. Mais là, depuis une couple de jours, depuis que le novembre a fait son apparition, les micro-techniques ont commencé à fonctionner. On voit que le ground call a donné du succès à des chasseurs. Le rattling commence à faire son effet.
Le petit câble de femelle, là, ce qu'on appelle le bleat, ça aussi, c'est pas mauvais. Fait que, somme toute, on est quand même en bonne piste pour faire une très, très bonne saison parce que j'ai recensé les données du ministère que j'ai reçues là, en date du 2 novembre pour 2025. Et puis, on est à 4075 chevreuils déjà enregistrés pour CEPAC Anticosti. Là, je parle pas pour l'île, là, je parle pour CEPAC Anticosti. Et en 2024, à pareille date, on était à 4161. Fait qu'on a un différentiel de moins 86 chevreuils. Fait qu'on s'entend que la population est en bonne forme, comme on dit. Là où il y a une bonne différence, c'est au niveau des mâles, on est à moins 400 pour la même période. T'sais. Fait qu'on a un taux d'efficacité au niveau des mâles à 56 pour 2277 versus 2024 à 2179, donc 64 56 de récolte de mâles sur les chiffres globaux que je vous ai donnés, là, ben, c'est le standard qu'on a depuis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Là, novembre arrive avec les micro-techniques, comme on sait. La pleine lune est ce week-end. C'est sûr que ça va donner le coup aux rudes de partir. Fait moi, je suis confiant qu'on va récupérer ces mâles-là pour atteindre la moyenne qu'on a là, de 56 qui est normal. T'sais, l'année passée, on a atteint 64 de mâles, c'était exceptionnel. Là, t'sais. Même au mois de septembre, là, il y a eu des secteurs, je pense entre autres à Rivière-Belle, il faisait chaud, les conditions de chasse n'étaient pas là du tout, mais pourtant, avant que les 2 semaines de congé arrivent, ben c'était quand même récolté 600 chevreuils dans le territoire de Rivière-Belle. C'est du chevreuil. Non, c'est une très bonne saison. Mais les observations sont aussi très bonnes depuis le début de la saison. Je pense que le résultat de chasse d'observation, c'est quoi? C'est 100%. Je pense que les clients ont pas... Je parle toujours de Rivière-Belle, là. Les clients ont peut-être pas prélevé le cerf de leur rêve, mais c'est par choix à ce moment-là. Il y a des chasseurs qui choisissent toujours, puis quand le cerf n'est pas là, ben écoute, ils passent à autre chose, ben non, ils décident tout simplement de ne pas prélever, puis ils remettent ça l'année suivante. Non, c'est sûr que, tu sais, beaucoup de paramètres qu'on ne contrôle pas, évidemment, ça devient le choix des clients, là. Mais tu l'as dit, le taux d'observation est au rendez-vous. Moi, j'ai passé quelques jours sur le terrain là, à mi-octobre. Je voyais pas en bas de 50 chevreuils par jour. Hier, je suis allé faire une randonnée jusqu'à McDonald's. Quand je suis revenu, la pluie avait cessé entre 15h30 p.m. et 16h sur la trace anticostienne. J'en ai compté 45. Ah oui. Fait que le chevreuil est omniprésent. Là. Tu sais, je voyais pas ça. Là. En 2019-2020, je voyais pas autant de chevreuils que ça. Fait que la population est là. C'est sûr que là, au niveau des mâles matures, ça a été plus difficile. Ça a été très bon au début de saison. Là, ça a été plus difficile en octobre. Mais ça, c'est la tradition. October Lull, ça existe aussi à l'île d'Anticosti. Là. Quand les mâles sont plus réclusifs, on les voit moins. Fait que j'ai hâte de voir le rut, mais je m'attends qu'on devrait avoir une bonne séquence pendant le rut. Puis si c'est pas ça, je serais très étonné. Oui, puis avec un petit peu de neige au sol, là, s'il neige un petit peu, là, ça va tout déclencher le processus. Puis là, ça va se mettre à bouger. Puis là, les chasseurs vont, comme on dit, ils vont capoter. Mais là, je voyais aussi que en 2024, la moyenne de chevreuils vus par chasseur était de 13 contre 9 en 2023 et 7 en 2022. Donc, on voit déjà là qu'il y avait quand même une bonne progression. Puis c'est la même chose aussi pour le succès de chasse là, en saison 2024. Ben, en plan européen, c'était 1,82. En plan européen avec guide, 1,96. Puis en plan américain, 1,91. Tu sais, c'est quasiment du 100% partout. Puis la différence, ben, c'est le chasseur qui décide de ne pas prélever. Absolument. Exactement. Puis, tu sais, souvent, c'est des conditions de météo. La première journée ou la deuxième journée, un chasseur peut voir 20 chevreuils dans sa journée, 15 la deuxième. Le lendemain, c'est plus difficile. Tu sais, comme hier, on a eu une journée de pluie soutenue toute la journée. On n'en voyait pas pendant la journée. Puis à 3h30, quand la pluie allait cesser, ça a été une explosion de chevreuils. Il y en avait partout, tu sais. Fait qu'il y a ce phénomène-là aussi à l'île d'Anticosti. C'est que souvent, même si on est à l'île, il se transforme en fantôme. C'est pour ça qu'on a des beaux bocs matures à un moment donné qu'on se dit tout le temps, il était où, lui, comment est-ce qu'il a fait pour mener gros de même? Ben, c'est parce que c'est des fantômes. Puis à un moment donné, on les voit apparaître. C'est la beauté puis c'est la magie de l'île en même temps. Oui, puis si on ajoute l'île au complet, l'année passée, je pense qu'on parlait de 9000 chevreuils
Au complet, oui, 9400, exactement. 9400, puis cette année, ça ne devrait pas être nécessairement en bas de ça, même si c'est difficile peut-être d'atteindre plus parce qu'il est quand même limité au nombre de chasseurs. Là. Il n'y a pas plus de chasseurs que l'année passée. Mais exactement. Il y a la qualité des chasseurs aussi. Tu sais, moi, j'ai un guide au dernier change à l'aéroport de Port-Meunier qui me racontait que son groupe avait eu de la difficulté. Il ne voyait pas beaucoup de chevreuils parce que c'était la fin octobre, mais dans les chevreuils qu'ils ont vus, ils en ont manqué 12. Oui, regarde, là. 12. Tu sais, là, à un moment donné, ils ont fait 3 sur 8, mais ils en ont manqué 12. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, ouais, OK, là, le guide était un peu déçu, découragé pour eux. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, quand on parle de tir éthique, puis d'aller pratiquer, puis des tirs-chasse, des fois, on sait comment ça se passe. Un bâton de tir, ça peut être très utile pour bien des gens. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui en utilise, malheureusement. Quand t'es pas habitué de tirer rapidement, ce qu'on appelle à l'épaule, ben donnez-vous des techniques qui font faire en sorte que quand vous allez peser sur la gâchette, ça va porter fruit. C'est ça le but. Puis en terminant, Daniel, dis-moi, du côté de l'auto-enregistrement des bêtes, puis aussi de l'achat des permis en ligne, est-ce que ça a bien été de ce côté-là? Ça va toujours bien? Oui, bien, ça a été un petit peu un changement au début pour beaucoup de gens. Là, ceux qui ont fait la décision de l'acheter en ligne, c'est pas tout le monde qui avait, pourtant, c'est bien indiqué, là, c'est facile. Qui avait pris la peine d'imprimer le coupon de transport. Puis c'est ça, au niveau de la réglementation, c'est la première chose qui doit être faite lorsqu'on abat un animal, c'est de mettre son coupon de transport sur l'animal immédiatement et ça avant même de l'éviscérer. Mais plus la saison a avancé, plus qu'à un moment donné, les gens, le bouche-à-oreille s'est fait là-dessus, puis ça va bien. Puis nous, l'enregistrement à date, ça va quand même relativement très bien. Regarde, les résultats, je suis capable de les voir plus rapidement avec le ministère. Donc, moi, je trouve que c'est un bon avancé, là. Mais pourvu que les gens continuent de le faire religieusement, de toute façon, écoute, c'est leur responsabilité, puis ça fait partie de la loi. Bon, alors, Daniel Lévesque, directeur des ventes et responsable du service à la clientèle de CEPAC Anticosti, merci pour ces informations, puis on va sûrement se reparler à la fin de la saison pour faire le bilan de la saison de l'année 2025. Merci, puis au plaisir. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Salut. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Buck Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au buckthorax.com. Ce conseil de professionnel, une présentation d'Écoton de Mont-Lebel Chasse et Pêche. On retrouve notre collaborateur Steven Simon, franchisé, propriétaire Écoton de Mont-Lebel Chasse et Pêche, et son conseil de pro. Steven, c'est le mois de novembre, les journées sont plus courtes, le soleil est moins présent, puis la chasse du chevreuil commence. Puis s'il y a quelque chose de vraiment déplaisant au possible à la chasse de novembre, le foie, gelé des pieds, gelé du corps, et ça peut être une source même d'échec. Il faut s'habiller chaudement. Commençons par la base, les sous-vêtements. Effectivement. Dans le fond, la première chose qui fait là, que la chasse est plaisante, c'est de décrocher. Mais pour pouvoir décrocher pendant des heures et des heures et des heures, on a souvent de l'impondérable. Donc, on va soit marcher sur des longues distances ou non, on va rester assis pendant des longues heures. Mm-hmm. Donc, ces sous-vêtements-là, ce qu'ils vont faire, dans le fond, c'est qu'ils vont aller gérer soit l'excès d'humidité ou non, aller gérer justement là, les différences de température. Puis souvent, ça va être par la fibre elle-même qu'on va pouvoir aller jouer le plus. Parce que les gens ne savent pas trop, mais
selon la matière de laquelle le fameux sous-vêtement va être fait, ça va faire toute la différence. Donc, généralement, ce qui est les meilleurs, je dirais, mettons, je parle pas de marque, là, mais la laine de Merino, dans le fond, est une des meilleures fibres qui va être thermorégulante, mais aussi qui va aller gérer les odeurs. Puis ça, c'est une base très importante parce que les odeurs dans les sous-vêtements et dans les vêtements, ben ça aussi peut nous trahir face à un gibier. Le polyester, dans le fond, elle, a la propriété de ne pas retenir l'humidité, il va l'expulser. Puis c'est probablement aussi là, le meilleur facteur qui va nous aider parce que l'excès de chaleur qu'on va avoir va générer l'humidité. Si nos vêtements et sous-vêtements ne les expulsent pas, on se ramasse avec l'effet de frisson. Un sous-vêtement, dans le fond, c'est une isolation thermique. Puis il faut que ça passe par la respirabilité, puis ça va nous aider par le contrôle des odeurs aussi. Ça, c'est la laine Merino, finalement, qui va limiter naturellement les odeurs du corps. Là. Effectivement. Dans ce cas-là, oui. Il y a certaines fibres qui sont pré-traitées de compagnie, mais généralement, dans les fibres naturelles, c'est une des seules, effectivement, qui va contrôler ça. OK. Puis là, on parle de couche intermédiaire puis de couche externe. Ça veut dire quoi? Bon, une couche intermédiaire, dans le fond, c'est qu'on va avoir le sous-vêtement, celui qui va être apposé directement sur la peau. La couche externe va être le manteau, à vrai dire, qui va nous abriter des effets, la pluie, le vent, etc. Mais la couche intermédiaire, c'est un survêtement. Fait que ça peut être soit, mettons, un chandail de laine ou ben non. Encore là, celle-là va servir à faire la couche intermédiaire, mais qui va récolter l'humidité que notre sous-vêtement va expulser, qui va aller la prendre, et après ça, va la transférer à notre couche externe, qui va l'expulser à l'extérieur. Donc, encore là, il faut que ces fibres-là soient coordonnées pour ramasser l'humidité et l'expulser, puis pas créer de surplus de chaleur ni d'effet de frisson. Fait que quand on a des fibres qui sont coordonnées, ils vont toutes gérer l'humidité par eux-mêmes, puis on n'aura pas de sentiment d'avoir trop chaud, trop froid ou d'avoir justement d'être trop humide. Parce qu'il va gérer rapidement cet excès-là et l'expulser. Ce qui domine vraiment, là, c'est le camouflage. Puis là, il y a toutes sortes de motifs de camouflage. Qu'est-ce que tu suggères, toi, comme vêtements appropriés là, pour chasser? Puis le but, bien sûr, c'est d'être bien camouflé pour passer le plus inaperçu possible pour ce qui est du camouflage. Bien, à la base, c'est d'être conscient de son environnement. C'est sûr que si je chasse dans une érablière, puis mon soute, c'est complètement une épinette, ben, on va tricher un petit peu par rapport à l'environnement, mais généralement, c'est d'avoir des motifs de végétation locale et de saison. Si j'arrive, mettons, tard dans la saison, tous les arbres sont plumés, ben, faut vraiment que j'aie un vêtement qui va être un peu plus clair. Tandis que dans une végétation très dense comme à l'Orignal, ben, un vêtement un peu plus foncé, ou tout simplement avoir une couleur peut-être plus unie. Beaucoup de gens travaillent justement avec des vêtements de laine, mais la laine, souvent, les vêtements vont être verts. Fait que, on a moins on a moins de place à l'imagination, là, mais ça reste que c'est de s'adapter au climat, dans le fond, ce qu'on a visuellement dans notre environnement, puis de s'assurer que ce soit silencieux. Fait qu'un coup que le camouflage est là pour les yeux, mais si le camouflage est là aussi pour les oreilles, on a vraiment une très bonne recette gagnante. Oui, parce que un habit qui fait que lorsque tu passes à travers les branches, puis là, tu entends le son de la branche sur la veste ou sur les pantalons, ben ça prévient le chevreuil, parce qu'on sait que le chevreuil a une ouïe très, très, très fine. Alors donc, comme tu dis, ça prend quand même une tenue qui est silencieuse. Puis là, il y a tout le côté aussi protection et sécurité concernant les vêtements. Oui, dans le fond, les premières choses qu'il va falloir gérer, c'est la pluie, le vent et la neige. Généralement, quand on va s'asseoir pendant les longues heures, il n'est pas toujours dit que Dame Nature va nous donner un beau gros soleil puis avoir une température plutôt faible. Fait qu'on va avoir à gérer des éléments. Ces éléments-là, la pluie, s'il tombe de la pluie pendant longtemps, on peut se ramasser assez facilement qu'on est complètement trempé. Oui. Là, on pourrait devenir même malade. Donc, ça prend un vêtement qui va pouvoir stopper cette pluie-là, soit par un déperlant, ce qu'on appelle, dans le fond, c'est un traitement chimique apposé sur le vêtement qui va empêcher l'eau de venir absorber dans le tissu. Ou bien non, une membrane imperméable, qui est une espèce de petite toile avec des micro-perforations, qui, elle, sert à faire sortir l'humidité, mais empêche, dans le fond, la goutte d'eau qui est plus grosse que le trou, de pouvoir pénétrer à l'intérieur du manteau. Fait que de cette manière-là, on reste au sec. Puis là, pour la neige, bien sûr, c'est d'avoir un peu d'isolation, mais encore là, pas trop selon si on va se déplacer ou on fait simplement de la cache. Quelqu'un qui ne bougera pas pendant 4 à 5 heures doit avoir un vêtement qui va être très chaud, qui va pouvoir ne pas bouger. Mais s'il se déplace puis il marche 2 km, il va être trempé à la neige, c'est sûr et certain. Donc là, ça prend un vêtement qui va être adapté à notre type de chasse. Oui, puis ça prend aussi le dossard, le fameux dossard orange, il ne faut pas l'oublier, là. Effectivement, selon la période de chasse, on rentre dans le chevreuil cerf de Virginie bientôt. Elle, dans le fond,
à la carabine, on est obligé de mettre un dossard. Là, on a quand même des normes de sécurité. Fait que, les gens qui ont des dossards depuis 20 ans, que la bretelle fait à peu près 2 pouces de large puis qu'elle est rendue noire, ben elle n'est plus légale. Donc, les gens doivent aussi s'assurer que leur vêtement orange, ou dans fond de la couche orange, soit très bien visible. Et si jamais qu'elle est trop usée, ils doivent le remplacer pour être légal, mais aussi être en sécurité. Une balle, ça peut pas échapper bien à personne. Oui, puis il y a même des vêtements qui existent et qui sont traités pour repousser les parasites, les insectes, les tiques. Alors ça, c'est bien important de retenir ça. Alors donc, conclusion, Steven, c'est de bien s'habiller pour la chasse, préserver son confort, sa discrétion, sa sécurité, c'est aussi respecter le gibier en étant un chasseur bien préparé, silencieux, efficace. Investir dans des vêtements adaptés, c'est investir dans la réussite de sa saison. Alors donc, Steven Simon, propriétaire franchisé et coteau de Mont-Lebel, chasse et pêche, bien, merci pour ce conseil de pro, puis bonne chasse du chevreuil. Merci infiniment et bonne saison à vous. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, on demeure dans notre thème de cette semaine qui est la chasse du chevreuil qui commence ce 8 novembre à peu près partout au Québec. Et Jean Larivière est notre collaborateur plein air de la région Ottawa-Gatineau. Tu es aussi spécialiste en recherche et développement des produits de chasse Bock Expert. Et aujourd'hui, tu suggères aux chasseurs une chasse que tu dis économique et logique pendant le rut. Donc, tu as une stratégie pour des sites d'appât pendant la période du rut. Exactement. C'est bien connu que le moins en moins que les chasseurs voient des cerfs pendant leur chasse, ils cherchent à trouver toutes sortes d'aliments à leur donner pour ajouter à leur site d'appât. Et puis, ça va même qu'il y en a qui, quand que ça arrive dans deuxième, troisième semaine, il y en a même qui cherchent à mettre du foin, ce qui n'est pas une bonne chose. Non. Le foin n'a aucune valeur nutritive pour eux. Fait que c'est une mise en garde importante, là. Puis le foin aussi peut créer des problèmes dans l'estomac du chevreuil aussi. Exactement, parce que c'est un temps de l'année où leur système digestif s'ajuste justement pour l'hiver qui s'en vient, là. Voilà. Ça fait que ça, c'est important de mentionner ça. Et puis, pour ceux qui trouvent que ils passent leur temps à remplir leur site d'appât avec des pommes puis des carottes, puis de la moulée, puis toutes sortes de choses. Il y a une petite stratégie que moi j'ai développée qui est assez simple. C'est d'avoir quelque chose là pour que quand les chevreuils vont venir à votre appât, s'il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de carottes, c'est d'avoir un petit quelque chose qui va les garder intéressés dans votre site d'appât. Ça fait c'est très simple, la formule. C'est de prendre un morceau de bois que l'intérieur est en forme de U, là, ce qu'on appelle un corps mort communément, là, une section d'à peu près 2 pieds. Puis on met ça à côté de où ce qu'on met nos pommes. Et puis là, on se munit d'une poudre concentrée aux pommes ou fruitées qu'on peut mettre sur ce morceau de bois-là d'à peu près 2 pieds de longueur, et puis verser du coulis aux pommes sur ça. Ça fait que quand les chevreuils vont venir, s'il n'y a plus de pommes, s'il n'y a plus de carottes, il n'y a plus rien, de mon expérience, là, ils vont venir uniquement pour lécher le coulis, puis ça, et puis ça s'imbibe dans le bois. Ça fait que c'est bon pour longtemps. C'est bon pour une semaine. Fait qu'au lieu de courir puis vérifier constamment si on est obligé de les mettre des pommes, ça, c'est un petit truc qu'on peut se servir pour prolonger l'attraction de notre site d'appât. Puis il y a aussi une autre chose, il se vend sur le marché un gros suçon qu'on peut suspendre à une branche assez solide d'un arbre à la hauteur d'une tête de chevreuil. Puis les chevreuils vont venir lécher le suçon. La chose principale que les gens doivent retenir, les chasseurs, c'est que le but principal, là, c'est d'attirer le mâle à notre site d'affût. La meilleure manière, celle qui donne le plus de résultats, c'est de laisser une ligne d'auteur ou partout où l'on passe en forêt pour se rendre à notre site d'affût sans répandre le moins d'odeur humaine possible. Pour ce faire,
Ils se vendent des petits blocs senteurs. On attache un bloc senteur avec l'attache-tout réutilisable à notre botte avec une odeur à l'extérieur de chaque botte pour que ça laisse une trace similaire à la largeur qu'un chevreuil va laisser. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de pendre des guenilles ou des morceaux de linge dans des arbres imbibés d'urine. Et puis on dirait que quand on approche de ce site-là, on tombe sur un troupeau de chevreuils, mais c'est pas ça, là. Ça va rendre les chevreuils méfiants. L'odeur de l'urine, ça va au sol. Ouais, et puis moi, ma préférée, c'est l'odeur de femelle en chaleur. Puis on peut les enlever sur nos bottes après la chasse, les mettre d'un petit sac à sandwich, là, scellé. Et puis les enlever le lendemain matin, les rafraîchir un peu, les reposer à l'extérieur de chacune de nos bottes. Donc, pas tout ce qu'on laisse, on laisse pas notre senteur, on laisse une ligne de senteur, une ligne d'odeur pour attirer, justement, c'est la période de reproduction, donc ça va attirer le mâle, naturellement. C'est pas conseillé de faire autre chose que ça pour les lignes d'odeur. Dépendant de la zone où vous allez être dedans, puis du nombre de chevreuils qui vont être là. Il y a différentes stratégies. Moi, j'ai souvent conseillé, si vous êtes 2 chasseurs, si vous n'avez pas de résultat, la traditionnelle stratégie d'avoir un compagnon qui vous accompagne à votre affût, qui quitte par la suite, puis que vous laissez votre affût, là, bien souvent, pas longtemps après, le cerf va venir voir ce qui se passe, ce qui est arrivé. C'est très important de ne pas rentrer en forêt non plus, en gros silence, pareil comme si vous êtes un prédateur. Mm-hmm. Parce que si le chevreuil vous voit, il ne viendra pas. Mais s'il vous entend, il va se sauver pas trop loin, puis après que le bruit va cesser, il va revenir voir 1 heure ou 2 heures après, il va venir voir ce qui se passe. Dis-moi, on parlait tout à l'heure d'entrée de jeu, tu parlais de gens là, qui, la majorité des chasseurs vont utiliser des pommes, des carottes, de la moulée, même des glands de chêne. Il y a toutes sortes de produits qu'on peut utiliser, mais récemment, j'entendais parler... une dame qui me racontait que son père, en Gaspésie, appâtait ses sites de chevreuil avec des patates. Puis même, il avait acheté l'équivalent, 3000 livres de patates, donc 1,5 tonne de patates pour alimenter ses sites. Puis même aussi, il ajoutait à travers tout ça de la citrouille, des citrouilles. Qu'est-ce que tu penses, toi, de pâter avec des patates? Des patates, là, je comprends pas, là. J'ai jamais entendu parler que les chevreuils aimaient les patates. C'est ça. Par exemple, la citrouille, même dans mon jeune temps, dans mes débuts de chasse, on chassait, puis j'utilisais des citrouilles d'Halloween qu'on avait chez moi, là. Okay. Je la brisais en morceaux, puis je la lettais au sol, tout près de mon bloc de sel. Okay. Parce que moi, dans le temps que j'ai commencé, rendu à mon âge, on n'avait pas tous les produits qu'on a sur le marché aujourd'hui. Là. Nous autres, c'était un bloc de sel, puis des pommes, puis pas plus que ça. Là. Mais le chevreuil aime la citrouille, mais pour les patates, là, patati patata, je ne sais pas. Il faudrait parler à un biologiste, je crois, sur ce sujet-là. Ouais, mais apparemment, ça donne des bons résultats, parce que la dame me disait que son père récoltait à chaque année, mais elle me disait aussi que ça laissait des odeurs pas très agréables, parce que là, évidemment, la patate, elle se défait aussi à la pluie. Ah oui, ça pourrit, là. C'est pas comme une odeur de pomme, là. Oui, puis ça doit attirer des charognards dans le coin aussi. Alors, donc, c'est pas trop ragoûtant, comme on dit, là, de pâter avec des patates pour le chevreuil. Mais ceci étant, là, exception faite de tes conseils, de tes stratégies, le ministère de la Faune m'a prévenu récemment
qu'il allait y avoir une genre d'opération de surveillance concernant la maladie débilitante du cerf, ce qu'on appelle la maladie du cerf fou. Je croyais que c'était uniquement dans la zone 2 au départ, mais j'ai vu que c'était dans toutes les zones de la province, même si on n'a pas aucun cas de décelé. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait un cas dans un élevage de cerfs rouges dans le coin de Mont-Laurier qui avait été identifié. Dans Grenville-le-Rouge, oui. Oui, qui avait été identifié. Bon, après ça, il y avait eu tout l'élevage avait été éliminé. Et puis même pendant les années qui ont suivi, il y avait eu une chasse intensive du chevreuil pour s'assurer vraiment que la maladie n'ait pas traversé les clôtures de l'éleveur. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu réagis comment au fait qu'on demande aux chasseurs de surveiller et de contrôler le plus possible leurs bêtes en allant porter la tête chez le boucher certifié, puis qu'on lance une opération de surveillance sans qu'il y ait vraiment de cas signalés? T'es favorable ou non avec ça? Ben, encore une fois, c'est un bon exemple qu'on voit le ministère qui met la charrue en avant des bœufs. Moi, je parlerais plutôt d'un inventaire en premier lieu avant de déclarer qu'il y a une population ou une surpopulation de cerfs. On devrait procéder à un inventaire. J'ai pas entendu parler d'inventaire pour aucune zone du Québec. J'ai entendu, par exemple, parler de certains professionnels du domaine de la chasse qui disaient qu'il y avait certaines zones où qu'on était rendu près des populations qu'on avait avant la grosse tempête de 2018, la tempête de neige, là. Et puis, ça a été tragique après ça. On a perdu un bon 50-55% du troupeau dans la zone 10 en Outaouais ici, là. Moi, je me souviens. Mais là, on dit que ça c'est revenu quasiment aux populations qu'on avait en 2007. 2005, 2006, 2007. Mais encore en 2005-2007, on ne parlait pas d'MDC. La seule chose, la maladie débilitante chronique qu'on a entendu parler, c'est quand il y a eu les cerfs rouges. Oui. Puis encore là, on a engagé une firme, White Buffalo des États-Unis. Ça nous a coûté 500 000, je pense, un demi-million pour faire tirer des chevreuils. Les chevreuils n'ont même pas été conservés pour distribuer la viande parce qu'on sait qu'il n'y a pas de danger. Et puis, on a eu une supervision assez intense dans la zone 10 et la zone 9 pendant ce temps-là pour la MDC, puis il n'y a eu aucun cas. Fait que, je sais pas pourquoi qu'on revient sur le tapis avec la MDC, là. Ouais. Puis, dans la logique, si le ministère croirait vraiment qu'une zone, il y a une surpopulation de cerfs, pourquoi qu'il n'augmente pas le nombre de permis de chasse? Oui, bien, c'est ça que je me disais. Parce que c'est ça que je me disais. Non seulement augmenter le nombre de permis, mais peut-être augmenter la durée. Et là, je fais référence à la zone 2 Est, Bas-Saint-Laurent, qui, depuis des années, la chasse dure 9 jours, alors que du côté de la 2 Ouest, ça dure 18 jours. Donc, si le cheptel était aussi abondant qu'on semble le dire, ben, il me semble qu'on aurait prolongé la période de chasse dans la zone 2S. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors donc, Jean Larivière, notre collaborateur de la région Ottawa-Gatineau, spécialiste en recherche et développement des produits de chasse Buck Expert, ben, bonne saison du chevreuil. Merci pour tous tes conseils, tes stratégies. Puis je te dis à une prochaine fois. Salut! Bonne chasse et bonne chance à tout le monde. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en
toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Voilà, c'est ainsi que prend fin Rendez-vous Nature de cette semaine avec notre spécial chasse du chevreuil. Alors, je souhaite un bon succès à tous les amateurs, même peut-être un peu de neige au sol parce que ça dynamise les cervidés et ça favorise le déplacement des chevreuils et aussi des chasseurs. Ça aide beaucoup lorsqu'il y a un peu de neige au sol, on voit les traces et puis c'est vraiment très aidant pour le chasseur de suivre ces pistes-là. Et on surveille la diffusion de la série Anticosti actuellement à Série Plus. Plus tard, bien sûr, sur d'autres canaux, c'est pas encore défini. Puis moi, j'ai pu voir les 2 premiers épisodes, mais c'est à ne pas manquer. C'est tout un thriller québécois. Alors, surveillez ça. Ça s'appelle tout simplement Anticosti. C'est une belle histoire. C'est un drame. C'est un thriller québécois de grande valeur et sûrement que ça va connaître beaucoup de succès. Ici Ernie Wells, donc, qui vous dit merci de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Je rappelle qu'on peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal le soir.ca Rimouski, sur Balado Québec et sur YouTube. Et nous lire aussi dans les éditions papier des journaux Le Soir, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Bonne chance à tous les amateurs. Merci de votre écoute. Depuis votre chalet, Mirador ou de votre cache, faites attention à vous et à vos proches. Et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.